Je voudrais d'abord débuter mon propos en souhaitant la bienvenue à Madame Niswat Abdurazakou, qui est absente mais qui va arriver d'une minute à l'autre parce qu'elle était là il y a quelques minutes, me disait service, et Monsieur Fabien Achard, qui intègre notre Assemblée à la suite des démissions de Mélanie Boulanger et de Serge Tougarde. Donc on vous souhaite la bienvenue à tous les deux pour ce mandat. Vous avez encore 4 ans devant vous, donc largement le temps de vous installer dans vos fonctions. Je voudrais aussi signaler à l'Assemblée régionale l'arrivée d'Augustin Berthion au sein de mon cabinet comme chef de cabinet. Jean-Paul François, comme vous avez dû le savoir, ayant fait valoir ses droits à la retraite après une vie entière dédiée à la chose publique, puisqu'il a servi la bagatelle de 18 préfets en préfecture avant de rejoindre la région en 2017. Jean-Paul, bonnes vacances. Sans transition, je souhaiterais revenir à quelques sujets. Le premier, celui sur l'agriculture, puisque nous aurons un rapport présenté par notre vice-présidente Clotilde Dier et évoquer en quelques mots la crise que nous venons de vivre et qui n'est probablement pas finie compte tenu de la lenteur des réponses qui sont apportées au monde agricole. Cette crise dont on avait d'ailleurs perçu les premiers signaux avec le renversement des panneaux de nos communes durant l'hiver. Cette crise, c'est bien sûr un cri d'alarme face à des revenus agricoles pour certaines filières qui sont bien trop faibles, et j'allais dire aussi pour certaines régions, puisque la situation de l'agriculture en France est loin d'être uniforme. C'est aussi le résultat d'une concurrence déloyale, on en a souvent parlé, avec des produits qui sont importés et qui ne respectent pas ni le cadre économique ni le cadre environnemental que nous nous fixons à nous-mêmes. C'est aussi une crise de sens face à des injonctions qui sont contradictoires et que vivent très mal les agriculteurs en ayant le sentiment qu'à chaque fois qu'un arbitrage est donné, il est toujours à leur détriment. Enfin, c'est aussi, j'allais dire, une crise, et c'est d'abord une crise face au manque de reconnaissance du rôle majeur joué par le monde paysan dans notre société, dans sa capacité à nourrir la planète. Je le disais, il y a depuis des années une avalanche de décisions énormes qui ont souvent été dictées au détriment du monde agricole, avec parfois un caractère assez ubuesque quand on pense par exemple à la question de l'élagage des haies, avec des dates qui sont absolument assez inconsidérables, incompréhensibles. Et puis c'est bien sûr pour d'autres agriculteurs le sentiment que l'acte de produire n'a, tout en étant considéré et déclaré tous les jours comme étant extrêmement important, pas reconnu au niveau où il devrait l'être. Et on sait à quel point les défis à la fois climatiques et sanitaires, et puis aussi les enjeux géostratégiques, donnent à la place de l'agriculture une place absolument gigantesque pour assurer notre souveraineté et en même temps, je le dis, la sauvegarde de notre industrie agroalimentaire. Je rappelle qu'il ne peut pas y avoir d'industrie agroalimentaire s'il n'y a pas de production de matières premières à proximité. Pour le dire autrement, il n'y aura pas de lait, ni d'Isigny, ni de Lactalis, ni des maîtres laitiers, ni de Danone s'il n'y a pas des vaches. Et cela, on finit parfois par l'oublier. Alors, Clotilde présentera un rapport sur la reconquête de l'élevage bovin. Je n'en dis pas plus puisqu'elle aura largement le temps de l'évoquer. Alors, parmi les sujets que nous avons évoqués ces dernières semaines, souvent en CP, parfois par la voie de la presse, j'en profite pour dire que nous évoquerons aussi, à travers le SRADET, des questions comme celle de l'agrivoltaïsme. Sur l'agrivoltaïsme, on est dans une espèce de contradiction assez incroyable. C'est qu'en même temps, on dit qu'il faut préserver notre potentiel agricole, et d'où le ZAN et le vote que nous aurons à faire sur le SRADET. Et de l'autre, on nous explique qu'il faut augmenter les surfaces dédiées à la production d'énergie renouvelable. Et l'inquiétude que nous avons, qui est d'ailleurs partagée par une grande partie des organisations professionnelles, est
partagé notamment avec le président de la Chambre d'agriculture de France, qui est aussi le président de la Chambre d'agriculture de Normandie, et les organisations professionnelles agricoles que nous avons rencontrées avec Clotilde il y a quelques semaines. Cette inquiétude, c'est qu'au bout du compte, on finisse par installer des panneaux dans nos campagnes, alors que nous avons suffisamment aujourd'hui d'espace pour pouvoir le faire sans le consacrer des surfaces agricoles. Nous avons suffisamment de zones logistiques, de zones commerciales, de parkings, de zones artificialisées sans être obligés de consacrer des surfaces agricoles pour les énergies renouvelables et notamment pour des panneaux solaires qui, je le rappelle, sont produits pour l'essentiel en Chine. On ajoute à cela que, bien entendu, il faut que si on décide d'aller, puisque la loi nous y impose d'aller vers un peu d'agrivoltaïsme, il faut que ça se fasse dans des conditions qui soient des conditions qui respectent notre environnement, nos paysages, nos campagnes, que ça se fasse dans des conditions où, en quelque sorte, ça ne soit pas sur quelques exploitations agricoles, mais que ça puisse être considéré au minimum comme un moyen de conforter un certain nombre d'exploitations. Ça veut dire de petites surfaces dans des champs qui sont loin d'être couverts. Je rappelle que dans les failles de la loi actuelle, la règle des 40% de couverture de panneaux photovoltaïques sur un champ de 10 hectares, ça veut dire qu'on ne peut pas en mettre plus de 4 hectares. Et en même temps, ça ne doit pas provoquer une baisse de plus de 10% du potentiel agroalimentaire ou agricole. Sauf qu'il y a une immense faille dans cette loi, c'est que ça ne touche pas et ça ne concerne pas les prairies. Donc en clair, les prairies, on peut vous les couvrir à 100% sans aucun problème. Et donc cette disposition-là est absolument inacceptable pour des grandes régions laitières et des grandes régions d'élevage comme les nôtres, puisque quand vous allez installer des rentes dont on vous parle de 2000, 2500 € l'hectare, ça veut dire qu'il n'y a pas un agriculteur qui va s'emmerder à aller traire des vaches matin, midi et soir, alors qu'il peut en vivre juste en regardant ces panneaux dans ses champs. J'ajoute que par ailleurs, c'est bien entendu un vrai sujet pour les jeunes agriculteurs, qui sont d'ailleurs résolument hostiles à l'agrivoltaïsme, puisque bien entendu, on voit bien que ça fige la transformation et l'évolution des exploitations agricoles, et surtout, ça risque de figer la détention des exploitations agricoles, parce que quand arrive l'heure de la retraite, compte tenu du niveau de retraite des paysans, il est évident qu'on aura plutôt tendance à continuer à rester exploitant agricole plutôt que de prendre sa retraite à partir du moment où on n'a même plus besoin de faire l'effort. Et puis après, il y a un dernier sujet, c'est qu'on nous dit, mais si, il y aura l'obligation de maintenir une production animale ou végétale sous ces panneaux photovoltaïques, sauf que comment on s'assure de l'existence de cette production? Si elle devient simplement un alibi, ça ne peut pas être acceptable. Et on voit bien que toutes ces questions-là sont loin d'être réglées, d'où le fait que nous continuerons à affirmer notre opposition à l'agrivoltaïsme tant qu'il ne sera pas construit un cahier des charges suffisamment précis et suffisamment rigoureux pour éviter toutes les dérives. On a aujourd'hui, mesdames et messieurs, des centaines de projets qui sont en train d'émerger en Normandie. Avec les professions agricoles, nous avons demandé au préfet de ne pas les autoriser tant que les décrets d'application ne sont pas tombés et tant que nous n'aurons pas bâti, à la demande d'ailleurs du gouvernement aussi, une charte précise des conditions de mise en œuvre de l'agrivoltaïsme. L'agrivoltaïsme sur quelques hectares qui viennent à conforter le revenu agricole peut avoir un sens sur certaines cultures. Elle ne peut pas en avoir s'il s'agit en quelque sorte de remettre en cause ce dont nous parlons tous les matins, c'est-à-dire de la question de la souveraineté alimentaire et du développement de l'industrie agroalimentaire française et pour nous normande. Le même sujet, comme vous le savez, s'est posé aussi sur la méthanisation. Nous avons fait un gros travail là aussi avec les organisations professionnelles, avec la Chambre d'agriculture, que nous avons présenté la semaine dernière et qui, je crois, va nous permettre de bien encadrer les choses. Nous avons enfin obtenu du préfet qu'il y ait des contrôles qui soient réalisés sur la méthanisation. 25 méthaniseurs seront contrôlés chaque année, dont 10 financés par la région, puisque, comme vous le savez, il y a des contrôles systématiques pour tous ceux qui sont CPE et des contrôles aléatoires, donc contrôles qui seront des contrôles sur pièces et qui pourront devenir des contrôles sur place,
Par ailleurs, l'ADEME s'est engagé, dans le cadre de conversations que nous avons eues avec le président de l'ADEME, à faire en sorte qu'il y ait une modélisation de la méthanisation qui permette de vérifier que les intrants qui sont annoncés correspondent bien au volume de gaz qui a été produit. Et enfin, bien entendu, reste entière la question, pour nous centrale, c'est de faire en sorte que sur ceux que nous finançons, c'est-à-dire ceux où nous autorisons jusqu'à 15% d'intrants pour l'essentiel de maïs, eh bien, on soit en mesure de vérifier qu'il n'y a pas là non plus de dérive et de faire en sorte autant que possible que nous puissions privilégier et favoriser les petites unités de méthanisation comme celles que nous voyons apparaître, ce qu'on appelle la micro-méthanisation, avec pour l'essentiel des effluents d'élevage, méthanisation que nous aiderons plus à partir du moment où les affluents d'élevage représentera la quasi-totalité des intrants. Donc, je crois qu'on a par ailleurs, sur ce sujet-là, mis un cadre qui évitera la spéculation foncière, l'augmentation inconsidérée du prix du maïs, parce qu'avec l'augmentation du prix du maïs, c'est encore l'élevage qui est en danger. Et donc, sur toutes ces questions, je crois que nous avons avancé. Et puis enfin, je souhaite souligner pour cette assemblée plénière la gestion des fonds européens. Un rapport sera donné. La région a injecté près de 1,3 milliard d'euros auprès pour 25 000 projets sur la région, beaucoup dans la recherche, dans le développement économique, dans le numérique, dans l'environnement, dans la rénovation énergétique des logements, et bien sûr aussi dans l'agriculture et l'aménagement du territoire, l'agriculture au titre du deuxième pilier de la PAC. Et je voudrais vous dire que la région a su démontrer aussi à quel point, quelle que soit la complexité parfois des dispositifs, eh bien, nous avons réussi à consommer en totalité les enveloppes. On a même parfois récupéré des queues d'enveloppes supplémentaires de régions qui n'avaient pas suffisamment consommé. La chose dont on s'enorgueillit le plus avec Clotilde, c'est qu'on a récupéré des crédits faits en pas de la région Bretagne qui n'avaient pas été consommés. Et donc, sur cette question, vous aurez de M. Priolo un rapport très précis. Je rappelle que par ailleurs, grâce aux contacts que nous avons régulièrement avec la Commission européenne, nous avons par exemple au lendemain du Covid récupéré 120 millions d'euros de crédits supplémentaires au titre de REACT-EU, qui nous a permis tout de même de financer 5 600 000 masques, parce qu'on a fini par oublier qu'à un moment on n'avait pas de masques, de mobiliser deuxième exemple, 14 millions d'euros pour financer la reconstruction et le développement du centre anticancéreux Becquerel qu'on a inauguré il y a quelques semaines. Ça a permis aussi de doter les 120 000 lycéens d'ordinateurs portables et d'en faire un élément d'amélioration des moyens pédagogiques donnés aux enseignants. J'en profite pour dire que ça nous permet, par exemple, aussi de pouvoir financer des projets autour de l'économie circulaire avec des crédits de plus de 13 millions d'euros que nous avons été chercher à Bruxelles dans le cadre d'un dialogue absolument construit. J'en profite pour dire que, contrairement à l'image qu'on a toujours, l'administration bruxelloise est une administration extrêmement bienveillante, qui cherche à écouter, qui cherche à trouver des solutions, contrairement à l'image qu'on veut bien lui donner d'une bureaucratie totalement hermétique. Moi qui suis issu de la bureaucratie française, elle est souvent beaucoup moins hermétique que celle que nous avons dans les ministères qui souvent nous expliquent la vie, qu'ils connaissent bien entendu mieux que nous. Donc je voudrais terminer pour féliciter d'abord sur la culture Édouard de Lamaze qui vient d'être nommé par le garde des Sceaux comme président du Conseil des maisons de vente. Donc Édouard, mes félicitations. Et comme vous le savez, peut-être, il succède à Nicole Belloubet, ce qui lui laisse des horizons insoupçonnés que nous ne lui espérons pas pour le moment. Je voudrais aussi, pour terminer, évoquer le lancement du Festival Normandie Impressionniste. Beaucoup d'entre vous étaient là jeudi soir pour le vernissage de l'exposition de David Hockney au Musée des Beaux-Arts de Rouen. Et j'en profite pour dire que maintenant Sophie Gauguin est rentrée dans l'histoire de l'art puisqu'elle a son portrait de David Hockney. C'est dommage qu'il n'ait pas fait cadeau de la toile parce que ça te permettrait de voir l'avenir.
Je vous rappelle que David Hockney est le peintre le plus cher au monde des peintres vivants, puisqu'il a vendu une de ses toiles 98 millions d'euros. Ça nous donne le vertige. Donc Sophie, voilà. Je voudrais vous dire que je crois qu'on n'a jamais eu un festival avec autant de grandes signatures, de grands noms, et qu'on aura, je crois, un festival qui sera un immense succès. Il y a eu des couvertures de presse comme jamais on a eu de la presse nationale. Il y a des manifestations de très haut niveau, Sean Scully, Buren à Cherbourg, Laurent Grasso-Lebin, Jumièges. On a là Bob Wilson qui sera sur la cathédrale de Rouen. Je crois qu'on a là une exposition exceptionnelle. Et on a un festival dont on oublie qu'il représente 150 manifestations dans toute la région, dont plus de 50% dans des petites collectivités dans le monde rural. Et donc c'est un bon moyen aussi pour permettre à un certain nombre de compatriotes de franchir la porte d'un musée ou d'une exposition, ce qu'ils ne font pas forcément. Donc nous sommes fiers pour nous, d'une part de ne pas avoir, je le dis à l'opposition, de ne pas avoir eu la bêtise de considérer que ce qu'avaient fait les prédécesseurs devait être arrêté parce qu'on prenait la majorité, parce que parfois c'est des réflexes qu'on a et qui auraient été idiots. Je dis à M. Bonater, qui était proche de M. Fabius. Et de l'autre, de dire que nous sommes fiers aussi d'être de loin le premier financeur de ce festival et que sans la région, ce festival n'aurait pas lieu puisque nous accordons 2 400 000 euros sur 5 millions d'euros à ce festival. Donc allez-y tous et surtout ne ratez pas l'exposition de David Hockney au musée des Beaux-Arts. C'est à 10 minutes à pied, c'est absolument exceptionnel. Merci.